André Daigle disparaît de la Nouvelle-Orléans en 1987, un soir après être sorti d'un bar accompagné d'une jeune femme. Malheureusement, même si des enquêteurs vont tenter de le retrouver pendant des jours, aucune piste ne va s'offrir à eux. Jusqu'à ce qu'une médium à l'autre bout du pays ait justement des visions sur cette affaire. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de André Daigle, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui m'a énormément intriguée. On est sur une histoire qui s'est bel et bien passée, une disparition qui a bel et bien eu lieu, mais il y a toute une histoire avec du paranormal aussi, avec une médium. Cette histoire est complètement dingue et à la fin, vous pourrez vous faire votre propre avis par rapport à ce qu'il s'est réellement passé ou non. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que tous les jours, une vidéo sort pendant tout le mois d'avril. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette très mystérieuse histoire. Nous sommes en 1987. André Daigle est un homme de 27 ans vivant aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, dans l'état de la Louisiane. Il travaillait comme charpentier et au moment des faits, il rénovait une maison avec l'un de ses amis. Pour vous parler un peu plus de lui, André était souvent décrit comme un homme assez beau, extraverti et assez énergique. En fait, André était très populaire auprès des habitants de la Nouvelle-Orléans et il n'avait pas vraiment d'ennemis. Il vivait une vie assez paisible. Il travaillait, il sortait avec des amis, il aimait rencontrer de nouvelles personnes, mais c'était à peu près tout. En gros, il travaillait, il faisait un peu la fête, mais voilà, comme une personne normale de la Nouvelle-Orléans et il n'avait pas d'ennemis connus. Par contre, j'ai pas plus d'informations par rapport à sa famille. Je sais qu'à la Nouvelle-Orléans, il avait un frère qui s'appelle Chris, qui vivait vraiment pas loin de chez lui, et il avait aussi une autre sœur qui s'appelle Elisa, qui elle vivait en Californie, donc vraiment à l'autre bout du pays. Mis à part ça, André vivait seul, il n'avait pas de femme et pas d'enfants. Plongeons-nous alors dans la journée du 9 juin 1987. Ce jour-là, André a terminé son travail en fin d'après-midi et il s'est rendu dans un magasin mexicain appelé Chi-Chi's. Il y a été à bord de sa camionnette noire et sur place, il a rejoint son ami Nick Shelley avec qui il a mangé. Après avoir mangé, Nick et André ont décidé de sortir et d'aller dans un bar appelé le Mitchell's Lounge. Ils allaient pour y boire un verre et pour y jouer au billard. En arrivant sur place, André va alors rencontrer une femme au comptoir du bar et elle s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Thelma. André et Thelma ont alors parlé un bon moment et selon Nick, elle était très amicale mais aussi très apprêtée. André a tout de même joué au billard de temps en temps avec Nick, mais c'est vrai qu'il était très occupé à parler et un petit peu à flirter avec Thelma et il jouait un peu avec Nick, mais c'est vrai que Nick était un petit peu mis sur le côté. Après quelques temps, Nick va décider de repartir, André va le suivre et simplement Thelma va demander à André s'il peut la déposer quelque part. En fait, Thelma va expliquer qu'elle a une amie qui est enceinte en ce moment et qu'elle lui avait promis d'aller la voir, sauf qu'elle n'a aucun moyen de s'y rendre. Donc elle demandait à André s'il pouvait la déposer chez son amie en repartant jusque chez lui. André était une personne très serviable, en plus il avait bien sympathisé avec Thelma, donc il a accepté. Après ça, Nick va repartir de son côté et il verra alors André partir à bord de sa camionnette noire avec Thelma. Le problème, c'est qu'après ça, plus personne ne reverra André vivant. Le lendemain, le 10 juin 1987, l'ami et collègue d'André va trouver ça bizarre parce que André ne s'est pas présenté à son travail. Il va alors alerter sa famille et ses amis et ils vont attendre toute la journée, sauf que le soir venu, personne n'aura eu de nouvelles d'André, il était nulle part. Évidemment, tout le monde va s'inquiéter parce que ça ressemblait pas du tout à André de disparaître comme ça. Ils ont alors décidé de contacter la police qui les a alors rassurés en disant que si la veille André avait bu beaucoup, sans doute qu'il souffrait d'une gueule de bois et que c'est pour ça que personne n'avait de ses nouvelles. Les proches d'André n'étaient pas totalement convaincus, mais bon, la police essayait de les rassurer, donc ils ont essayé de se calmer, ils se sont dit qu'ils allaient attendre le lendemain pour vraiment s'inquiéter. Mais voilà, le
lendemain, lorsqu'André ne s'est toujours pas présenté à son travail, une enquête a été lancée. Nick Shelley, donc l'ami avec qui André avait été boire un verre le soir de sa disparition, va alors être interrogé. Il expliquera alors aux policiers que André avait été vu pour la dernière fois en train de repartir du bar dans sa camionnette avec cette femme qu'il avait rencontrée et qui s'appelait Thelma. Rapidement, les enquêteurs vont se dire que s'ils retrouvaient cette femme, donc Thelma, ils retrouveraient sans aucun doute André. Ils vont alors se lancer à la recherche de Thelma, mais clairement, elle paraissait introuvable. Ils vont par exemple interroger les clients et les serveurs du bar, mais là ça va être très étrange parce qu'il va s'avérer que personne dans le bar ne l'avait jamais vue auparavant et ne savait qui elle était. En fait, les enquêteurs se sont même rapidement rendus compte que Thelma ne semblait même pas venir des environs. Ils ont alors commencé à se dire qu'ils auraient tout autant de mal de retrouver Thelma que André lui-même, donc ils ont laissé tomber la piste de Thelma. Ils ont alors commencé à fouiller la ville, fouiller des maisons, à déposer des affiches avec la photo d'André un peu partout, mais malheureusement ça ne mènera nulle part. Personne en ville ne semblait avoir vu André depuis sa disparition et surtout personne ne semblait avoir des informations. À la Nouvelle-Orléans, l'enquête était alors au point mort. Pendant ce temps-là, Elisa, donc la sœur d'André, qui je le rappelle vivait en Californie, était elle totalement désespérée. Elle ne savait pas vraiment quoi faire pour aider l'enquête, mais là, elle va se rappeler qu'elle avait été chez une médium à peine quelques semaines avant la disparition de son frère, et elle va d'ailleurs se rappeler que cette médium lui avait dit qu'elle avait déjà aidé au sein d'affaires criminelles. Il faut savoir qu'à la base, Elisa ne croyait pas du tout en ce genre de choses assez mystiques. De base, elle n'aurait jamais été voir une voyante d'elle-même, mais quelques semaines auparavant, ses amis l'avaient persuadée d'y aller avec elle en se disant qu'ils pourraient faire une activité un peu décalée et un peu drôle en allant voir une médium. Elisa avait alors accepté et c'est comme ça qu'elle avait rencontré cette médium. Mais maintenant que son frère avait disparu, elle a alors pris la décision de retourner la voir et cette fois plus sérieusement. Elle a alors demandé de l'aide à cette médium qui s'appelle Rosemary Kerr. Rosemary se présentait comme une clairvoyante accomplie, médium, psychométricienne et chercheuse psychique. Elle disait aussi qu'elle avait eu des prédictions étrangement précises depuis l'âge de 4 ans. Lorsque Elisa a alors recontacté Rosemary et qu'elle lui a expliqué la situation avec son frère qui avait disparu, eh bien Rosemary a directement accepté de l'aider. Les deux femmes ont alors fixé un rendez-vous et Rosemary a demandé à Elisa d'emmener avec elle une photo d'André et aussi une carte de la Louisiane. Pour vous parler de la séance en elle-même, selon Elisa, une fois que la séance a commencé, Rosemary a pris la photo d'André et l'a posée sur la table sans vraiment la regarder. Après ça, elle a fermé les yeux et a commencé à frôler la photo avec ses doigts et au bout de quelques temps, Rosemary aurait déclaré qu'elle commençait à avoir de graves maux de tête, comme si quelqu'un la frappait avec un marteau encore et encore. Et puis elle dira avoir entendu une voix dans sa tête qui disait « Ma tête me tue ». Mais ce n'est pas tout, au bout de quelques temps encore, elle dira avoir eu une vision d'une camionnette noire avec une égratignure qu'elle décrira assez précisément. Évidemment, la camionnette noire décrite et la forme de l'égratignure correspondait parfaitement à la camionnette d'André. Rosemary va alors poursuivre le récit de sa vision et dira que dans la camionnette, il y avait André, mais aussi une autre personne, une femme qui avait selon elle de longs cheveux blonds. Rosemary dira même quelque chose d'assez étrange. Selon ses mots, cette femme blonde avait une sorte de pouvoir sur lui. Rosemary va ensuite prendre la carte de la Louisiane qu'Elisa lui avait apportée. Elle dira d'ailleurs n'être jamais allée là-bas, mais rassurera Elisa en disant que ce n'était pas du tout un problème. Alors encore une fois, elle va placer la carte sous ses mains et fermer les yeux, et d'un coup, Rosemary va se plaindre de violents maux de tête. Et puis, elle dira avoir une nouvelle vision. Elle y voyait un marécage ainsi qu'un long pont assez bas au-dessus de l'eau. Elle dira par contre ne pas du tout savoir où se trouvait cet endroit qu'elle avait vu. Mais Rosemary va continuer et elle va de nouveau se concentrer sur la carte. Elle va passer son doigt au-dessus de plusieurs villes et d'un coup, elle va s'arrêter au-dessus de la ville de Slidell. Une ville qui se situait à une 50aine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Rosemary dira que lorsque son doigt était passé au-dessus de la ville de Slidell, elle avait reçu comme un choc électrique. Elle dira ensuite à Elisa « Si tu peux le trouver là-bas,
fais-le vite. En sortant de chez cette médium, Elisa va appeler son frère Chris, qui je le rappelle vivait à la Nouvelle-Orléans, et elle va lui expliquer tout ce que la médium lui a dit. Chris va alors accepter d'essayer de retrouver ce marécage, ce pont et de se rendre jusqu'à la ville de Slidell. Pour son escapade, il prendra avec lui Nick, qui était donc l'ami d'André, qui était là lorsqu'il est parti en voiture avec cette femme qui s'appelle Thelma, ainsi que 2 autres amis, une femme qui s'appelle Virginia et un homme qui s'appelle Joey. Là, c'est quand même totalement dingue, mais lorsque les 4 amis vont se retrouver devant le pont qui s'appelle le Manchac Swamp Bridge, une voiture va les dépasser et là ils vont tout simplement se rendre compte qu'il s'agissait de la camionnette d'André. La camionnette d'André était en fait en train de les dépasser mais dans l'autre sens. Les 4 amis vont alors prendre la décision de suivre la camionnette et ils vont d'ailleurs être sûrs qu'il s'agissait bien de celle d'André. D'ailleurs ils y verront la rayure que André avait depuis très longtemps sur la portière de sa camionnette. Mais ce n'est pas tout, à l'intérieur ils observeront 2 hommes. 2 hommes qui, je le précise, n'étaient pas du tout André. Chris va alors appeler sa sœur Elisa et il lui dira qu'il est en train de suivre la camionnette de son frère avec à l'intérieur 2 suspects. Il va alors demander à Elisa d'appeler la police pour avoir des renforts, pour que des policiers viennent arrêter les 2 suspects et Elisa va demander le maximum d'informations puis elle appellera la police. Chris lui dira d'ailleurs qu'il se trouvait à ce moment-là sur l'autoroute 10. Après ça, Chris a raccroché et il a continué à suivre la camionnette. Mais bon, il fallait s'en douter, mais à un moment donné, les 2 hommes dans la camionnette vont bien se rendre compte qu'ils étaient suivis. La camionnette va alors essayer de les semer, mais évidemment, Chris ne va pas la perdre de vue, et puis ils ont fini par tourner sur l'autoroute 11. Chris racontera d'ailleurs ce moment en disant « Ils ont commencé à essayer de nous embrouiller, mais j'ai continué à les suivre. Et puis, ils ont tourné sur l'autoroute 11, à l'extérieur de Pearl River. Nous les suivions maintenant sur une route sombre et déserte, entourée uniquement d'arbres. Et j'ai pensé à ce que ma sœur a dit à la police. Que nous étions sur une autre autoroute. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas les rater, c'était notre seul lien avec André. La course-poursuite va alors continuer pendant un petit moment et puis Chris va se rendre compte que la route semblait se terminer par une impasse. La camionnette s'est alors arrêtée dans l'impasse et a fait demi-tour et s'est mis à l'arrêt tout en éteignant ses lumières. Chris et ses 3 amis vont alors avoir l'impression qu'il s'agissait d'un piège. Heureusement, ils connaissaient la région et ils savaient qu'à une 50aine de mètres de l'impasse, il y avait un bar. Chris, qui était au volant, va alors conduire jusqu'à la porte d'entrée du bar et à ce moment-là, Nick, qui était sur le siège passager à l'avant, va sortir de la voiture et va courir jusque dans le bar pour pouvoir appeler la police. Mais au même moment, Chris ainsi que Virginia et Joey vont voir les phares de la camionnette se rallumer. La camionnette va alors se rapprocher très lentement de leur voiture. Chris va immédiatement comprendre que la situation risquait de mal tourner, donc il a dit à Virginia de se baisser. Lui et son ami Joey, qui avait d'ailleurs un fusil sur lui, vont alors sortir de la voiture, ouvrir les portières et s'accroupir derrière pour s'en servir comme bouclier. Chris expliquera ce moment là aussi en disant « Quand le pick-up s'est arrêté à côté de nous et qu'ils nous ont vus accroupis comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Peut-être que nous étions flics ou quelque chose comme ça. Mais ils ont immédiatement roulé vite comme s'ils nous fouillaient. Nous nous sommes encore précipités après eux et par miracle sur cette route déserte sur laquelle nous venions de passer il y a peut-être 5 minutes, il y avait maintenant une voiture de police. Lorsque Chris et ses amis vont voir la voiture de police, ils vont alors ouvrir leurs fenêtres et se mettre à crier. Il y avait en fait qu'un seul policier et malheureusement il va pas directement comprendre pourquoi 4 personnes dans une voiture criaient après lui. Mais Virginia a eu la bonne idée de lui montrer des affiches de recherche d'André et là, le policier a immédiatement compris ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Il est alors monté dans sa voiture de police et a lui aussi commencé à poursuivre la camionnette noire. La course-poursuite s'est alors déroulée pendant plusieurs longues minutes et les 3 voitures roulaient extrêmement vite. Mais à un moment donné, la voiture de police a réussi à rattraper la camionnette noire et elle l'a coincée. Les 2 hommes à l'intérieur n'avaient plus le choix et ils sont alors descendus du véhicule et se sont fait arrêter. Ils ont ensuite rapidement été identifiés comme étant Michael Phillips et Charles Gervais.
Ils étaient en fait connus des services de police pour être de petits escrocs et avaient d'ailleurs fait une petite peine de prison pour un cambriolage. En fait, au début, la police et les proches d'André ont pensé que Michael et Charles pouvaient simplement avoir volé le véhicule d'André qui aurait pu être abandonné quelque part juste après sa disparition. Mais Elisa va, elle, faire vraiment pression sur le reste de sa famille et sur les policiers pour dire que la voyante avait, elle, dit que son frère avait reçu des coups de marteau sur la tête, donc peut-être qu'il avait été assassiné et donc qu'il fallait chercher plus loin et que peut-être Charles et Michael étaient en fait les assassins. Elle a vraiment demandé aux policiers d'envisager toutes les pistes possibles. Et encore une fois, il va s'avérer que Elisa et surtout sa voyante avaient raison car au cours d'un interrogatoire, Michael Phillips et Charles Gervais vont avouer qu'ils avaient volé la voiture mais aussi tué André Daigle eux-mêmes. Ils expliqueront en fait qu'au début, ils avaient élaboré un plan macabre. Ils voulaient trouver une victime qui avait beaucoup d'argent dans son portefeuille ainsi qu'un très beau véhicule. Pour choisir la victime, ils ont alors engagé une femme qui s'appelle Thelma. Ils l'ont alors envoyée dans un bar afin qu'elle puisse attirer l'attention de plusieurs hommes et là, Thelma a pu choisir l'homme qui serait la victime. Elle a en fait choisi l'homme qui lui semblait le plus riche et le plus facile à piéger de tout le bar. Une fois que Thelma avait choisi André comme victime, c'est là qu'elle lui avait demandé de la ramener chez une amie. Et en fait, Thelma avait tout simplement amené André auprès de Michael et Charles. Ils vont alors avouer avoir tué André sans l'aide de Thelma en le frappant sur la tête avec un marteau et puis en l'étranglant avec un câble d'aspirateur. Les enquêteurs vont alors demander aux deux coupables où se trouvait le corps d'André et ils vont alors les emmener jusqu'à sa dépouille qui se trouvait près d'une petite étendue de plage de sable dans le marais de Manchac entre la Nouvelle-Orléans et la ville de Sealdale. Et d'ailleurs juste à côté du Manchac Swamp Bridge que la voyante avait d'ailleurs vu dans ses visions. Là, les enquêteurs vont découvrir le corps d'André qui était entassé dans un vieux canapé qui avait été jeté dans le marais. Une autopsie du corps aura alors lieu et il sera noté qu'il y avait bel et bien des signes d'étranglement sur le cou d'André ainsi que 11 fractures du crâne qui avaient effectivement été causées par des coups de marteau. C'est vraiment totalement dingue parce que la voyante a clairement résolu cette affaire. Elle a été extrêmement précise dans toutes ses visions et tout ce qu'elle a vu, dit et senti a été avéré. Elle semblait avoir vu tellement de choses en vision qu'elle a d'ailleurs été appelée à comparaître en tant que témoin dans cette affaire. Selon les journaux de l'époque, c'était même le premier cas connu où une médium était appelée à témoigner dans le cadre d'une affaire pénale. Elle n'était pas du tout sur place, elle n'a rien réellement vu de ses propres yeux, par contre elle a vu beaucoup de choses en vision et clairement ces visions étaient correctes sur toute la ligne. L'un des enquêteurs en charge de l'affaire a admis plus tard que lui-même et ses collègues étaient très sceptiques à la base par rapport aux médiums, ils le sont toujours, mais par contre il va quand même reconnaître que les visions de Rosemary étaient tout de même très précises. Il dira alors « C'est la seule fois où j'ai pu penser que nous avions réussi en utilisant une médium. Je ne crois pas aux médiums, mais bien sûr, nous nous tournons vers n'importe qui, dans n'importe quel environnement qui peut nous aider à résoudre un crime. » Pour en revenir à Michael Phillips et Charles Gervais, ils ont ensuite été jugés pour l'affaire et reconnus coupables de meurtre. Ils ont ensuite été condamnés à la prison à vie, sans libération conditionnelle. Malheureusement, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé plus de précisions par rapport à cette Thelma. Je ne sais pas si les enquêteurs ont trouvé qui était cette femme, je ne sais pas si elle a été jugée. En fait, j'en ai aucune idée. Donc malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à cette femme. Mais en tout cas, pour ce qui est de Rosemary Kerr, donc la médium, cette histoire l'a rendue vraiment très connue et elle est passée énormément à la télévision à l'époque. Elle a ensuite aidé dans d'autres cas de meurtre, mais là non plus, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Par contre, elle dira souvent être toujours en contact avec l'esprit d'André et elle dira qu'elle était d'ailleurs restée en bons termes avec toute sa famille jusqu'à sa mort en 2015. Personnellement, je trouve cette histoire vraiment folle, surtout par le fait que les événements ont paru parfaitement s'enchaîner. En fait, tout dans cette histoire a l'air de très gros hasard.
Déjà, il y a le fait que juste avant que son frère disparaisse, Elisa va voir une médium pour la première fois de sa vie. Justement, cette médium lui dit qu'elle travaille pour des affaires criminelles. Ensuite, quand son frère disparaît, Elisa se souvient de cette médium, elle va la voir et cette médium lui dit exactement où chercher. Elisa prévient son frère, ils se rend sur les lieux et là, justement, il croise la voiture de son frère avec à l'intérieur les deux coupables. Et puis justement, à la fin, on retrouve le corps d'André à l'endroit exact où la médium l'avait prédit. Pour moi, il y a trois solutions possibles dans cette histoire. La première, c'est qu'effectivement, c'était une réelle médium qui avait de réelles aptitudes. La deuxième solution, mais là je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, disons, c'est que la médium pourrait être complice du crime et pour se faire une carrière, pour être connue, elle aurait trouvé une victime et aurait ensuite résolu l'enquête. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse qui selon moi est très peu probable, surtout que les enquêteurs eux-mêmes n'ont jamais soupçonné la médium de quoi que ce soit. Et pour moi, la troisième possibilité, c'est qu'il y a eu effectivement de gros hasards, mais qu'aussi le cas ait été romancé avec les années, parce que quand même ça date de 1987. Cette histoire a quand même fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sources là-dessus, la médium a été énormément interviewée, donc voilà, je ne sais pas si l'histoire a été beaucoup transformée ou non, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas selon moi, c'est les trois possibilités. Peut-être que vous trouverez d'autres solutions possibles même, je ne sais pas, mais cette histoire reste en tout cas très étrange. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous croyez que la médium a eu de réelles visions ou si l'histoire a pu être transformée ou qui sait d'autres choses encore. Et sinon, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!